Hey, bienvenue dans un nouveau vlog lecture très spécial, mais je vais faire une intro assez rapidos parce que d'une part, je sens que cette vidéo va pouvoir s'éterniser parce qu'on va parler de deux livres, mais de manière approfondie, où je vais peut-être fangirler sans vraiment spoiler, mais quand même approfondie. Et également parce que mon temps est compté là, parce que après je dois tourner une vidéo. Mais je voulais quand même tourner, parce que j'attendais de tourner cette introduction pour pouvoir ouvrir le colis. Le colis, le livre. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler des tomes 3 et 4 de Persona de Yelena. C'est en auto-édition parce que Hachette n'a pas voulu publier les tomes 3 et 4. Non, faut pas insulter les gens, mais quand même, je suis un peu deg. Mais c'est pas grave parce qu'on a un super beau jaspage. Là, c'est le tome 3 qui est, je crois, dédicacé. Dédicacé. Waouh, mais regardez-moi, mais le travail de taf. Le travail de taf, ça veut rien dire. Mais c'est trop beau parce que là, du coup, il y a... Je sais plus comment il s'appelle. Alors que ce sont mes enfants et Amandine, je crois, elle, je me rappelle. C'est trop beau. Et puis avec ça, elle avait offert un sticker pool de soutien émotionnel, ce qui veut dire qu'on va pleurer, mais c'est holographique, donc je lui pardonne. Si vous voulez voir mes avis sur les deux premiers tomes, je vous mets le vlog correspondant qui a été approuvé par Yelena elle-même parce qu'elle a pris le temps de m'écouter et elle a dit qu'elle a beaucoup aimé. Donc je suis refaite, j'ai tout gagné dans la vie. J'ai mis 4,5 sur 5 pour le tome 1. Et le tome 2, je pense, ça a été un coup de cœur. Parce que j'ai trop aimé. Mais bref, je vous renverrai parce que là, j'ai pas le temps. Et surtout, il me tarde d'ouvrir ce colis qui est donc le tome 4 de Persona, le dernier tome. Pour petite anecdote, aujourd'hui, on est le mercredi 10 juin. En fait, Mondial Relais avait dit que j'allais recevoir le colis le 11 juin. Et en fait, j'avais reçu beaucoup plus tôt, sauf qu'à ce moment-là, j'étais pas chez moi et je devais attendre 3-4 jours avant de retourner chez moi. Et donc, j'ai grincé des dents parce que je voulais absolument l'avoir entre mes mains. Et du coup, j'ai dû patienter. Mais bon, il est enfin, il est très bien emballé. Oh, il y a un fan art. Il y a un fan art. Oh, trop bien. Ouh. Ouf, ok. Ok, alors il est emballé comme ça. Ah. Attendez. Donc ça c'est le flyer du nouveau roman de Yelena qui va sortir le 13 août. Serment de noirceur, et j'ai déjà vu pas mal de coups de cœur sur les réseaux par rapport à ce livre. Alors c'est pas vraiment un fan art mais c'est trop beau. Je vais l'accrocher. Oh waouh, ça brille. C'est petit, mais c'est pas la taille qui fait la qualité. Et c'est Andrea. J'ai failli oublier son nom alors que c'est mon perso coup de cœur préféré et tout. J'aime trop ce fanart. Je vous mettrai le nom de l'artiste. Mais j'aime trop. À chaque fois que je voyais sur le site, je bavais dessus. J'aime trop, trop beau. Une signature. C'est trop mignon. J'ai pas demandé de dédicace parce qu'en fait on peut marquer notre nom pour qu'elle nous fasse une dédicace, je crois. Mais en fait les dédicaces, je sais pas pour vous, mais les dédicaces, j'ai dit que cette intro elle allait être rapidos, mais je suis désolée. Les dédicaces pour moi c'est également la représentation, le souvenir d'un moment passé avec l'autrice. Et si c'est juste voilà une signature pour être une signature, ça m'intéresse pas vraiment. Parce que quand je vois les dédicaces que j'ai, je me rappelle également du moment de discussion que j'ai pu avoir avec l'autrice, avec l'auteur. Je me dis que peut-être que je la reverrai prochainement en dédicace, et du coup ce sera à ce moment-là que je lui demanderai la dédicace, et comme ça j'aurai un souvenir avec la dédicace. Vous m'avez compris. Non mais regarde. Oh, alors le masque, je sais pas comment dire. Il y a des trucs, il y a des motifs et tout, et c'est trop beau. C'est en relief, un peu dorure. Vraiment, ça tranche beaucoup avec les autres couvertures. Ok, alors j'ai pas encore la ref. Hop là, et là c'est Andrea. Voilà. Waouh, mais regardez-moi ça, comme ça slay. De ce que j'attends de ces livres, et ben j'attends de l'émotion. J'imagine qu'on va pas mal pleurer. En fait, en dépit de la douceur et de la tendresse qui émane de ces récits et de ces personnages, je sens que l'autrice, elle peut genre nous faire souffrir, proposer des dénouements poignant, entre guillemets, réaliste, doux, amer. Je crois que vous êtes en train de vous effondrer, je suis désolée. J'ai très très hâte et j'espère ne pas être déçue parce que je pense que ça dépend également de mon mood. Si ça tombe pas au bon timing ou je suis vraiment assez ouverte pour profiter des retrouvailles avec les personnages, bah, ça peut, voilà, ça pourrait apporter préjudice. Je vous laisse parce que je dois tourner l'autre vidéo. Et à bientôt, je sais pas quand parce que je vais pas les lire tout de suite parce que j'ai d'autres lectures, voilà. Mais oh, j'ai hâte.
vendredi 3 juillet et je vous retrouve pour le premier petit bilan de Persona, le tome 3. J'ai enfin pu commencer et je suis joie, extasie, euphorie, tendresse, amour, appréhension aussi parce que j'avais peur que en y retournant... En fait à chaque fois j'ai cette peur là, tu sais quand tu viens de sortir d'un tome qui t'a bousillé, qui t'a bouleversé, qui a été un coup de cœur, du coup t'appréhendes un peu la suite, tu te dis ouais mais peut-être que du coup mes attentes sont trop hautes ou quoi. Pour l'instant ça va, franchement pour l'instant j'aime beaucoup. Je me suis arrêtée au chapitre 15 inclus, donc à la page 177. Et je me suis arrêtée au meilleur moment en plus. Je me suis arrêtée sur une scène, mais j'ai pleuré. Évidemment tout le monde a pleuré sur cette scène-là. Bien sûr je vais pas spoiler, mais voilà, si vous l'avez lu, voilà, vous pourrez vous y référer. Je me suis arrêtée pile au meilleur moment avec la petite touche d'amertume à la fin. Déjà, j'ai trouvé le combo du bonheur, le combo ultime pour accéder au 7ème ciel. C'est la lecture de Persona avec les OST de l'anime de Freerun. Vraiment, faites-moi confiance, j'ai trouvé une playlist parfaite et du coup je l'écoute en boucle pendant ma lecture. Il y a des musiques, ça va trop bien, ça accentue l'immersion, la douceur qu'on peut ressentir au travers des personnages, dans leur justesse, dans leur humanité, dans juste ces petits moments tout doux, tout mignons. C'est parfait. Donc à chaque fois j'écoute et je suis en mode, mais ouais, je suis en train de vivre le bonheur parfait et je m'échappe de la France de Macron comme ça et ça fait du bien. Et ça m'a fait vraiment quelque chose de les retrouver, les personnages. Mais enfin, en fait, j'ai l'impression de retourner un peu chez moi, dans un autre chez moi. Et j'avais parfois des yeux humides, pas parce que c'était bouleversant, mais c'était doux. Et je retrouvais le charme de Persona. Grosso modo, on va explorer déjà plusieurs thèmes. Tu sens à quel point l'autrice elle est engagée dans ces thèmes, qu'elle veut faire un roman qui puisse accompagner les jeunes et même les moins jeunes dans leur quête d'identité, dans voilà, ces valeurs qu'on doit cultiver. Il y a toute une dénonciation autour du sexisme, autour d'un système qui peut être assez traditionnel, à travers notamment deux personnages féminins qui sont au pouvoir et qui vont faire leurs preuves, qui vont essayer de déjouer les attentes des autres, notamment des hommes aigris, voilà, qui remettent en cause leur place. Ça montre comment elles assument leurs différences, leurs ambitions dans un monde qui dit que tu n'as pas le droit, qui te fait sentir que tu n'es pas ta place. Et voilà, en fait, c'est des personnages qui sont vraiment forts. Enfin, du coup, on va suivre notamment Tisbé. Tisbé, voilà, dans sa quête. Franchement, c'est trop classe. Héloïse aussi, je l'aime beaucoup, Héloïse. Le fait que elle a pas de social clues, enfin, je sais pas comment dire, elle a pas de tact. En fait, elle est trop frontale et genre j'aime trop et c'est trop drôle. Voilà, après, elle va essayer de devenir plus éloquente parce que dans l'environnement dans lequel elle évolue, elle est obligée quand même d'avoir un peu de tact. Mais en vrai, je trouve ça trop drôle. On explore pas mal de parts de vulnérabilité des personnages en général. Parfois, ils vont essayer de faire preuve de sagesse. En tout cas, l'autrice, ça lui tient à cœur, ça se voit, de montrer la sagesse et la maturité dont on peut faire preuve vis-à-vis notamment de nos sentiments, le fait de prendre du recul par rapport à nos sentiments pour essayer de déterrer le fondement qui peut être toxique, pour essayer de les rationaliser et peut-être voilà, de remettre en question et de s'en détacher de manière progressive. Et il y a d'autres personnages comme je pense notamment à Evander qui a pas mal morflé dans le tome 2 et du coup là il subit les conséquences enfin, de tout ce qu'elle a pu vivre et ça fait mal au cœur parce que Evander c'est un personnage qui est solaire, qui est jovial, qui est drôle et vraiment dedans il est trop drôle avec Pax et tout, ils ont des répliques, franchement ça me promenait au dépourvu. C'est des blagues parfois c'est stupide, enfin c'est stupide, c'est voilà, je dis ça de manière affectueuse, mais ça me fait rire parce que ça tombe au bon moment, ça fait mouche, tu t'y attends pas forcément et voilà. J'aime trop les blagues un peu débiles, mais tu sens qu'il y a une violence, qu'il y a une amertume qui bouillonne en lui. C'est d'autant plus saisissant par son contraste avec Andrea, Andrea qui arrive à être plus mesurée, plus tempérée dans ses sentiments, qui arrive à prendre du recul. Et du coup, ça crée ouais, une relation qui peut être assez cool à voir dans son évolution. Et ça tient également à cœur à l'autrice de développer des relations, que ce soit amicales, familiales, amoureuses, dans leur complexité, en explorant toutes les zones d'ombre pour essayer de y parvenir à un lien qui est sain, qui est communicant, ça se dit communicant, je sais pas, mais en tout cas où la communication a un rôle principal. Et du coup il y a des moments vraiment où c'est vraiment pour ça, pour développer les connexions. Par exemple au niveau de la romance, on sent que elle essaye un peu de déjouer les clichés, un peu les aspects un peu problématiques qui sont banalisés un peu dans certaines romances, vraiment pour nous concentrer dessus et pour nous dire
pourquoi en fait c'est pas forcément romantique ce genre de comportement, pourquoi c'est problématique et pourquoi on peut créer une relation romantique sans passer par ces biais-là. Et voilà, dans les fictions j'aime pas forcément la romance, mais là j'accroche parce que ça prend vraiment le temps de développer déjà l'amitié entre les deux personnages concernés, mais également de développer ces messages-là, ces réflexions-là, et sans forcément grignoter les identités des personnes. Et tu vois que ce qui prime c'est vraiment leur individualité. Voilà, donc ça c'est cool. Et au niveau de l'amitié, t'as des amitiés qui évoluent depuis la fin de la saison 2, j'allais dire du tome 2. Voilà où c'est difficile en fait de comprendre quand l'autre prend des décisions qui divergent de ton opinion. Et c'est difficile d'essayer de comprendre. Et du coup on y retrouve un peu une invitation à comprendre ou du moins à accepter voilà, la décision de ton ami, même si c'est pas forcément en accord avec toi ou même si t'as du mal à comprendre parce que t'as pas de tout le contexte, mais c'est dur en fait de prendre du recul quand t'as été directement blessé par cette décision et que tu prends personnellement, ce qui est normal. Enfin bref, en fait voilà, j'aime bien parce que il y a du angsty dans les amitiés, dans les familles. Et j'aime trop ce genre de choses et c'est pas juste la romance qui grappille tout parce que c'est souvent genre cette dose, ce potentiel de angsty, de drame, de tragédie, de douleur, de complexité, de nuance et tout, c'est souvent mis dans la romance et pas forcément dans les autres relations, alors que là, dans Persona, bah c'est équilibré quoi. Et même l'amitié et la famille, c'est plus prononcé que la romance, ce qui me convient parfaitement parce que ce sont les relations qui me touchent le plus en fiction. Et la fin du chapitre 15, je me demande comment ça va évoluer. En fait, je pense que voilà, ça va être très lumineux. Voilà, en fait, je m'inquiète pas pour les personnages. En gros, sans vous spoiler, t'as Andrea et Pax. Andrea et Pax, c'est la relation un peu, je trouve un peu principale. En fait, c'est la relation amoureuse, mais attendez, j'ai très mal formulé parce que Andrea a 18 ans et Pax a 11 ans, mais amoureuse, mais avec un grand tas. En fait, c'est comme, c'est de l'amour platonique, mais ça reste de l'amour, c'est pas de la romance ou quoi, mais c'est amoureuse en sens grand amour avec un grand tas, parce que Andrea, c'est un personnage qui, j'ai dit, arrive à être mesuré, arrive à être tempéré, à prendre du recul, à être mature dans ses sentiments, à ne pas avoir recours à la violence, etc. Mais quand il s'agit de Pax, Yel est prête à tout déployer, quoi, en termes de tout pour protéger cet enfant qui, elle, considère comme sa petite sœur. Et du coup, je trouve ça trop mignon et je trouve que c'est beau, en fait, ce genre de relation quand c'est quand c'est en dehors de la romance, parce que c'est souvent rare pour moi. Parce qu'en général, c'est la romance qui est trop passionnelle et tout. Et là, c'est vraiment une relation où Pax et Andrea puissent quelque chose dans l'un dans l'autre, mais de manière assez unique et assez spéciale, je trouve. Bref, je sais pas, je suis un peu brouillée, mais vu la fin du chapitre 15, voilà, ça va rajouter une touche de nuance, de complexité, de angsty, quelque chose voilà qui va te faire chavirer, qui te serre le cœur, mais je m'inquiète pas. Pour eux deux, vraiment là, Pax, elle commence à se faire du souci par rapport à sa place dans la vie de Andrea, parce que Pax, c'est une orpheline, elle a pas trop de repères, à cause notamment de tout ce qui s'est passé dans le tome 2, et Andrea, c'est vraiment son ancrage, mais du coup, là, Pax, elle a peur un peu de perdre cet ancrage-là par rapport à l'évolution dans ce chapitre, mais franchement, je m'inquiète pas du tout pour Pax. Enfin, Andrea aime tellement Pax, c'est juste que Pax, voilà, c'est normal qu'elle soit aussi insécure parce qu'elle n'a pas de repères, de fondation qui soit vraiment solide à ce jour. Et voilà, donc ça va challenger un peu tout ça. Et j'imagine que ça va éclore en des mises en scène tellement émouvantes qui vont encore me faire facilement pleurer. Voilà, donc je vous retrouve pour la deuxième partie de Persona du tome 3. Et voilà, j'ai hâte. Les gars, j'espère que je vais survivre pour cette partie parce que j'ai trop chaud. Je suis désolée si j'ai l'air un peu embrouillée. Mais du coup, dimanche 5 juillet, je vous retrouve pour la deuxième partie de Persona, le tome 3, donc jusqu'à la page 407, jusqu'au chapitre 40 inclus. Alors en fait, j'ai l'impression durant une grosse partie de cette partie 2, on fait une pause sur tout ce qui concerne le danger imminent qui va commencer à sévir pour vraiment nous immerger dans une sorte d'Eldorado, dans une sorte de paradis, dans un quotidien qui est très paisible et qui est propice pour l'évolution, pour l'approfondissement des dynamiques au sein du groupe d'amis. Et ça j'aime trop parce que du coup on va développer les différentes dynamiques, les différentes relations. En fait ça renforce la cohésion du groupe, c'est pas juste des relations principales qui définissent ce groupe, c'est vraiment chaque petite relation définit le groupe, apporte un lot de tendresse, d'amour, de fraîcheur au sein du groupe. Donc ça c'est vraiment cool. Par exemple on a une scène entre Andrea et Amandine
C'est trop mignon, c'était trop mignon. En fait, Amandine, elle essaie de rendre l'appareil à Andrea parce qu'Andrea, elle, lui, puise son bonheur dans le bonheur des autres en provoquant le bonheur des autres, alors que Yael mérite également d'avoir son propre bonheur centré sur lui-même, sur elle-même, et du coup, Amandine essaye de lui montrer ça, en fait. Et je trouve que c'est important parce qu'en gros, Andrea, c'est un peu l'allégorie de la bienveillance, de l'empathie, de la bonté sur Terre. Mais l'autrice, en montrant qu'Andrea doit également apprendre à s'apprécier et à reconnaître sa valeur, ça montre que pour aimer les autres, il faut également que tu aimes toi-même et que voilà, tu acceptes qui tu es. Et il y a tout un jeu autour du pouvoir d'Andrea qui est le fait de porter des masques et de pouvoir prendre plusieurs identités. Et là, au cours de cette partie, Andrea reste elle-même, reste lui-même. Et du coup, ouais, ça crée une évolution qui est assez touchante. Après, il y a d'autres notions également qui sont abordées, notamment avec Andrea et Tisbé, le fait de devenir adulte, le fait que en devenant adulte, il est plus que jamais important d'être fidèle à tes valeurs, mais en fait tu te rends compte que pour s'accorder aux valeurs que tu veux respecter, bah tu vas inévitablement devoir faire des compromis, voire des sacrifices. Genre le plus important c'est de rester fidèle à tes valeurs, mais parfois tu vas devoir prendre des décisions qui semblent dériver de qui tu es vraiment. C'est beaucoup autour de la politique aussi. Le fait que bah, Tisbé notamment, son cheminement est très politique. Enfin, tout est politique dans la vie. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, elle évolue vraiment dans le cercle politique fermé, notamment avec Héloïse. Et elles vont essayer d'embrasser une nouvelle perspective de gouvernement, mais elles sont confrontées à des gens qui ont un esprit plus fermé, ou en tout cas qui ont vécu des choses horribles, et du coup qui accordent pas forcément leur confiance facilement, qui vont pas forcément accepter de faire des compromis pour réussir à trouver un terrain d'entente avec les ethnies du passé. Et du coup, eux, ils vont poursuivre leur quête de justice, mais une justice qu'ils définissent eux-mêmes, sans forcément essayer de nuancer leur approche et de permettre des compromis, quoi. C'est assez mature comme récit par rapport à ça. Après, ça reste toujours très optimiste. À un moment, t'as un danger qui survient dans le groupe d'amis, mais j'y croyais pas trop. Enfin bon, c'était un danger, mais par rapport à un personnage, en vrai, je me disais non, c'est pas possible. Et même si je m'inquiétais quand même, j'étais quand même prise dedans. Il y avait également tout un sujet sur le fait de voir la valeur des gens. En fait, Andrea, par exemple, attendez, je vais vous lire ce que Tisbé a dit d'Andrea, voilà, c'est pas vraiment un spoil, c'est genre une description. Andrea est idéaliste et fait parfois preuve de beaucoup de naïveté, mais il n'a pas son pareil pour percer la carapace des gens. Je ne sais pas comment, mais Andrea a cette faculté de mettre en relief le meilleur d'autrui. Toute la lumière tapie dans un écrin d'ombre, son regard peut la déceler et ne considérer qu'elle. Les gens n'y sont plus habitués, on ne fait que leur reprocher leurs erreurs et leurs échecs. Andrea a confiance en la réussite avant même que le projet ne naisse. En fait, Andrea, c'est un être qui est porteur d'espoir, qui est porteur de bienveillance, mais Yael peut pas sauver le monde, tu vois. Yael peut pas forcément. En fait, Yael a des mots qui peuvent être très réconfortants, mais ça va pas suffire si l'autre personne n'est pas persuadée elle-même de la vérité dans ses mots. Et du coup, ça rejoint un peu une autre citation que j'ai trouvé assez juste. Les mots que l'on pensait guérisseurs parfois devenaient les agresseurs. En fait, il faut trouver un juste équilibre, par exemple, enfin, quand tu veux réconforter par exemple quelqu'un, mais après ça peut devenir un poids parce que la personne peut-être va se sentir forcée en fait de se sentir mieux pour donner raison à ton effort de le réconforter à travers les mots. Tu es triste? Arrête. Du coup, peut-être qu'on peut se sentir un peu forcé d'aller mieux, alors que parfois, devant un mal-être, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est surtout bah, la personne qui doit apprendre à guérir. Et nous, en tant qu'amis, en tant que proches, on peut juste lui offrir une compagnie, même silencieuse, et ça peut peut-être suffire à notre échelle. C'est déjà mieux que rien. Et si on force trop dans les mots, bah, ça peut devenir un poids pour l'autre personne, peut-être. C'est dur parce que peu importe comment tu veux rassurer la personne verbalement, si la personne elle n'est pas persuadée, elle n'est pas convaincue de sa valeur, bah tu peux rien faire quoi et tu peux pas le forcer à reconnaître sa valeur parce que voilà c'est tout un cheminement qui est ardu, qui n'est pas linéaire. On voit à travers le personnage de Evander qui vraiment subit pas mal, qui se remet beaucoup en question, qui a une violence tapie en lui et il a peur de cette violence, il a peur de devenir quelqu'un qu'il ne reconnaît plus et que ses proches ne reconnaissent plus. Du coup parfois Andrea arrive à le rassurer, parfois non. Et du coup, c'est assez compliqué. Du coup, j'aime bien en fait ces nuances autour de Andrea, le fait que parfois Yael arrive à réconforter et parfois Yael sent que ça suffit pas et donc Yael se pose juste en simple compagnie et ça peut également suffire. Je trouve que c'est très humain. Au niveau de la romance, il y a eu
Waouh, il y a eu un rapprochement lesbien. Alors je m'y attendais. En fait, si, genre, je m'étais un peu doutée au début. Et après, voilà, il s'est passé d'autres choses et tout. Et je me disais, bon, ça va rester une simple, entre guillemets, une simple camaraderie, quoi. Ou vraiment une grande amitié. Mais j'étais en oh, je m'attendais pas à ce rapprochement lesbien. J'étais ok, vas-y, let's go. Et après, il y a une autre romance qui se concrétise. C'est très beau. Bah, c'est avec des personnages que j'aime d'amour. Ils sont trop pipos, je suis trop heureuse pour eux. Ils méritent tout le bonheur du monde. Le truc, c'est que à voir comment ça va s'équilibrer avec l'amitié. Parce que j'ai l'impression que là, la romance, du coup, prend un peu le dessus concernant un personnage. Genre, sa relation amoureuse prend un peu le dessus par rapport à sa relation amicale. J'ai peur que donc il se laisse plus définir par sa relation amoureuse. Après, je sais que dans la vraie vie, c'est souvent, bah, par exemple, ton conjoint, ta conjointe, qui représente également ta meilleure amie, la personne qui te connaît le mieux. Voilà, ça reste réaliste. Mais là, on est dans Persona, qui est une saga qui, depuis le départ, prône des formes d'amour diverses et variées, de l'amour, mais avec un grand A, et qui met sur un pied d'égalité l'amitié et la romance et la famille. Et ce que je trouve assez rare, malheureusement. Et donc, j'espère qu'on va pas perdre ça chez un personnage en particulier. Mais bon, à voir comment l'amitié évolue. Après, j'aime bien parce que l'amitié, elle est un peu challengée. J'espère que voilà, ça va pas signer une séparation progressive et poignante entre les deux amis. J'espère que voilà, ils vont quand même réussir à se réconcilier en quelque sorte et que ça va éclore en quelque chose d'encore plus solide, encore plus fort. Voilà, je me fais pas trop de soucis parce que Yelena est assez forte pour développer des relations qui sont saines. Et on va se plonger également dans le passé d'un personnage. Alors je peux pas vous dévoiler son identité parce que bah, ça pourrait vous spoiler. Mais ouais, en fait c'est un peu autour des origines un peu d'Andrea. Et ça peut être assez intéressant. Il y a eu des plot twists, vraiment parfois j'étais... Oh, dommage que je ne suis pas filmée parce que j'étais... What? Ok, ok, donc franchement, ouais, il y a de bonnes surprises. Et j'aime beaucoup Pax, évidemment, j'en ai pas beaucoup parlé, mais ouais, elle est lumineuse et elle prend également en maturité. Et elle arrive à, voilà, à prodiguer du réconfort plutôt que avoir constamment besoin de réconfort, même si elle a constamment besoin de réconfort, ce qui est totalement normal parce qu'elle est dans une situation qui est quand même assez précaire, enfin, où c'est assez houleux et c'est difficile pour elle. Elle mérite tout le réconfort du monde, mais là, elle arrive également à aller vers les autres pour prodiguer du réconfort et ça, c'est beau aussi. Et c'est la petite sœur d'Andrea, quoi. Elle est trop mignonne. Elle est digne de son grand frère, de sa grande sœur Andrea. Voilà, donc ensuite, bah, je vais m'attaquer au dernier morceau. Il me reste un peu moins de 200 pages. On est le lendemain, le lundi 6 juillet, et je m'apprête à finir le tome 3 de Persona. Donc voilà, je me suis dit au cas où peut-être filmer mes réactions. Juste, du coup, j'ai entamé cette dernière partie. J'attends que la voiture passe. Juste, j'ai entamé ces dernières parties et il y a des choses qui me laissent très dubitative. Euh, j'ai l'impression, en fait, on précipite beaucoup de relations et c'est trop forcé pour moi. En tout cas, ça correspond pas à mes goûts. En fait, il y avait déjà eu des signes avant, mais je crois que c'était pas assez anticipé et que c'est pas nécessaire et j'ai pas compris d'où ça sortait. Et en fait, il y a plein d'évolutions d'un coup comme ça. Et je suis en mode, mais ok, mais est-ce que c'est important pour le développement des personnages? Où est-ce que l'autrice veut aller avec ça? C'est surtout autour de la romance, enfin surtout là autour de l'attraction charnelle. Vous savez, la tension sexuelle entre deux ennemis. Pour moi, c'est trop forcé. C'était pas nécessaire forcément. Et pour moi, c'est un peu cliché. Donc on verra où ça nous mène, ça, mais je suis pas du tout dedans. Et j'espère que c'est normal que je sois pas du tout dedans. Je crois que c'était amené de manière assez étrange. J'espère que pour la suite, ça va aller. Un truc aussi, du coup, par rapport à l'attraction charnelle entre deux personnages, j'adhère encore moins au vu de ce que le mec a fait à la fille. Et après, voilà, les relations sont compliquées, on peut pas contrôler bah, ce que tu ressens charnellement pour une personne, ton désir et tout. Ok, d'accord. Mais il n'empêche que du coup, j'adhère encore moins. Je comprends pas comment la meuf a pu éprouver ça pour le mec après ce qu'il a tenté de faire. Il a tenté de le faire indirectement, mais pour moi, bah, ça reste tout aussi grave. Horrible.
horrible, genre. Bon, on verra pour la suite, hein. Je laisse le bénéfice du doute, hein, mais je sais pas, en fait j'ai l'impression que c'est plus des complications relationnelles. Mais du coup ça devient un peu brouillon et c'est pas plus exploité pour l'instant. En fait on survole en fait, on survole un peu trop et peut-être qu'on explorera par la suite, mais là sur le coup ça me laisse avec un sentiment perturbant, pas très agréable et assez dubitatif quoi. Donc voilà, je sais pas. Est-ce qu'elle a ce pouvoir? Je sais plus. Elle a tellement pas mérité. Oh non, 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 non. Oh my god! Oh, j'ai terminé. Euh, En fait, j'aime trop parce qu'à chaque fois, la fin, il y a, il y a un petit truc, genre les dernières lignes et tout. À la fin du tome 1, oh mon dieu, ça m'avait. Je sais pas comment dire, ça m'avait transporté d'adrénaline, d'intensité. La fin du tome 2 m'a dévastée. Mais parce que je trouvais que c'était tellement poétique. Genre le retournement d'un peu de situation, la mise en scène, et je pense que pour l'instant, elle est imbattable. Et la fin du tome 3. Au début, je me disais, bon, ça va se terminer un peu plus en douceur. Et c'est vrai, c'est un peu plus doux que les deux autres fins. Mais ça marche quand même parce qu'il y a une petite surprise. Et en fait, au début, j'avais pas capté, j'étais, waouh, ok. Ah, mais ok. Ah, mais ok, du coup, ça implique ça aussi. Du coup, ma dernière remarque, c'est juste Slay. Ok, ok. Ok, ok. En fait, ça implique pas mal de choses aussi, au niveau ouais, des messages, au niveau des valeurs et tout. Et c'est vraiment pas mal. Alors, le tome 2 reste quand même mon préféré. Je pense que ce tome-là, c'est celui que je préfère le moins. Mais il reste vraiment bien, hein. À chaud, comme ça, pour sa dernière partie, il se passe pas mal de choses. Et en fait, l'action reprend le dessus. Il y a pas mal de révélations, des mystères. En fait, pendant la majeure partie du tome 3, on est surtout concentré sur le développement personnel des personnages, sur leurs réflexions, sur leur dynamique. Et comme j'ai dit, j'aime beaucoup. Mais du coup, ça sacrifie un peu tout ce qu'il y a autour des mystères, autour du danger imminent. Et là, du coup, ça reprend le dessus, et donc il y a des rebondissements, donc ça te tire en haleine, il y a pas mal de tensions. C'est plutôt bien fait. Après, ouais, il y a des résolutions où, je sais pas comment dire, c'est assez sentimental, entre guillemets, mais après, ça marche au niveau des personnages, au niveau des messages tout au long de l'œuvre. Donc voilà, ça dérange pas plus que ça. Il y a des révélations sur certains mécanismes. En fait, c'est assez bien pensé pour ce que l'autrice, elle veut dénoncer. Et en fait, c'est quelque chose qu'elle a bien construit depuis le début de l'œuvre, depuis le début même du tome 1. Et du coup, c'est bien amené de manière naturelle. Après, j'espère juste que dans le tome 4, la résolution ne sera pas aussi, entre guillemets, facile que une des résolutions dans ce tome-là. Entre gros guillemets, c'était pas facile, facile, mais c'est... Voilà, enfin, je sais pas comment dire. J'espère que ça va quand même réussir à tenir en haleine, et l'hypothèse que j'ai de la fin, ce sera pas ça. Je pense qu'elle réussira à nous mener en déroute. J'avais peur un peu qu'on néglige l'amitié au profit de la romance par rapport à un personnage. Du coup, c'était Evander, voilà. Je pense pas que ce soit vraiment un spoil si je vous dis pas ce qui se passe et tout, mais j'avais peur autour d'Evander que ça néglige son amitié avec Andrea. Et en fait, non, il y a une scène qui est très, très belle, très percutante entre Andrea et Evander. Et voilà, du coup, j'ai pas mal pleuré, quoi. C'est une partie également qui est très engagée au niveau de la hiérarchie des personnes, des populations, des injustices, du sexisme. Ça déjoue les clichés, et ce sont également des thèmes qui tenaient à cœur à l'autrice depuis le début. Et là, du coup, ça se concrétise dans des scènes, dans des surprises qui sont assez cool.
assez bien amené. Et il y a des amitiés aussi qui sont mises en déroute. Voilà, j'aime bien quand c'est mal mené comme ça. Et voilà, donc j'ai beaucoup aimé cette dernière partie. Et j'ai hâte. En fait, c'est ça qui est trop bien, c'est que là, je vais pouvoir enchaîner carrément directement avec la dernière partie, avec le dernier tome. Et du coup, j'aurai pas à souffrir de l'attente. Et oh, mais je suis trop contente. Je vais faire un petit bilan de ce tome. Ça recommence de nouveau à être un calvaire pour tourner parce que c'est de nouveau la cacanicule. J'en peux plus. Je reviens pour faire un petit bilan général du tome 3 de Persona. Persona, ça peut être décrit comme l'autrice le décrit sur son site, comme un conte philosophique. On sent que les valeurs des personnages, leur quête d'identité, leurs relations, des messages engagés, ça occupe une place assez importante. Et ici notamment, ça prend le pas sur l'action, comme je l'ai dit, ça remet l'action au second plan. Pour moi, c'est pas trop dérangeant parce que j'aime Persona pour notamment ses dénonciations, pour son caractère assez engagé pour les personnages. Ici, entre autres, comme valeur engagée, on a tout ce qui est autour du féminisme, évidemment avec des femmes qui sont au pouvoir, qui vont déjouer des attentes, déjouer certains codes, qui sont encore assez ancrés dans notre esprit. Ça va également dénoncer en quelque sorte, enfin pas trop, mais je sais pas comment dire, genre les comportements masculins qui peuvent être toxiques, notamment à travers Evander, qui a une violence qui bouillonne en lui, qui essaye de la réprimer parce qu'il a peur de s'aliéner et de différer de ce qu'il est réellement. On parle de hiérarchie entre les castes, entre les vies. Il y a une révélation également autour du monde de la fantaisie, autour d'un élément majeur qui va rejoindre un peu ce combat engagé sur cette critique sociale, politique. Il y a également, attendez, je vous avais marqué un moment où ça me rappelait pas mal, je sais pas pourquoi, mais les questions LGBT. Sans vraiment que ce soit directement lié. Les hommes ne cesseraient de s'entretuer et cela n'était pas sa faute, c'était celle de la nature humaine. Et dans ce monde de révolte individuelle et de colère cruelle, vivre et aimer sans se soucier du jugement d'autrui devenait en soi des actes de rébellion. Et je sais pas, moi ça m'a rappelé les queers, les combats queer. Donc je pense qu'en fait il y a pas mal de sous-textes en quelque sorte. Je me demande est-ce que l'autrice, elle s'est inspirée un peu même des questions LGBT, des questions queer, de la question des minorités dans ce genre-là, ou même de d'autres, quel genre de minorité elle s'inspirait pour construire ce monde qui opprime les gens qui sont touchés par la lumière, mais également les gens qui ne sont pas du tout touchés par la lumière, et qui impose une manière très fermée de voir les choses. On a toute une dimension qu'on peut qualifier de métaphorique. À travers les personnages, on va également explorer le pouvoir de la résilience, parce qu'on a des personnages qui vont être traumatisés, qui vont subir pas mal de choses, qui vont avoir pas mal de blessures, qui vont également commettre des fautes, mais donc ils vont apprendre à vivre avec, à quand même s'aimer, accepter qui ils sont et avancer et rester fidèles à leurs valeurs même quand le monde leur tourne le dos. Et il y a toute une réflexion autour du fait d'être fidèle à ses valeurs quand on grandit, voilà, parce qu'on va être amené peut-être à faire des sacrifices, quel genre de sacrifices on est prêt à faire. Et même si on veut rester droit pour parvenir à une solution idéale, parfois c'est, voilà, ça va être challengé par des intérêts extérieurs, et donc il va y avoir des gens qui vont devoir faire des compromis ou faire des sacrifices, et du coup ça va complexifier certaines relations. Mais on baigne toujours dans cet encouragement à la compréhension, à la communication, à l'empathie. C'est vraiment une ode à l'ouverture d'esprit, au fait d'essayer de comprendre l'autre et de voir si en divergeant dans notre méthode, dans nos valeurs, dans notre manière de rester fidèle à nos valeurs, est-ce qu'on pourrait conserver les liens qui nous unissent aux autres. Et donc voilà, en fait, il y aura tout un cheminement et toute une évolution au niveau notamment de l'amitié, qui va être pas mal challengée, mise à l'épreuve, parce que voilà, ils vont pas forcément suivre les mêmes chemins, mais est-ce qu'en dépit de ça, ils vont réussir à se rejoindre et à se comprendre, même à distance. Et ça, j'ai beaucoup aimé voir comment les relations pouvaient évoluer à mesure que les personnages grandissent. Il y a un côté assez poignant, en même temps très réel, et quand même avec ces touches d'espoir, de lumière, parce que tu sens que, en fait, la plupart des personnes, ils sont inspirés par Andrea. Et tu te dis, t'as l'impression que tant qu'Andrea est là, et ils vont réussir à faire preuve d'ouverture parce qu'Andrea pourra les mener avec les bons mots, avec les bons gestes, avec sa patience, sa bienveillance, son empathie. Et donc c'est très rassurant. Ensuite on va développer d'autres dynamiques plus secondaires. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans Persona, c'est la complémentarité des relations
En fait, chaque relation peut apporter son lot de richesse et de scènes tellement touchantes, de tendresse, mais à sa façon. Et du coup, ça va se compléter avec les autres. En fait, c'est un amour qui se multiplie, c'est pas un amour concurrentiel ou une hiérarchie d'amour, même si voilà, il y a des relations qui vont évidemment être plus impactantes dans ta vie que d'autres. Mais à chaque fois, l'autrice, elle veille à quand même mettre en scène des relations entre tel ou tel personnage, même s'ils sont pas forcément proches, mais quand même pour développer une certaine affinité et pour montrer que tu peux matcher avec différents types de personnalités et ça peut t'apporter d'une façon variable. Et donc je trouve que c'est hyper rafraîchissant comme représentation et ça crée vraiment cette unité qui est très solide, notamment par rapport à la romance. Ça va avoir une approche clairvoyante, je sais pas comment dire, mais une approche assez saine de la romance. Tu sens que l'autrice, elle veille vraiment à se détacher des clichés ou de certains comportements qu'on pourrait peut-être romantiser parfois pour vraiment re-questionner ces biais problématiques et offrir quelque chose de plus sain, basé sur la communication, sur quelque chose de plus réfléchi et pas forcément quelque chose de passionnel. Moi j'ai du mal avec l'amour, la romance passionnelle dans les fictions. Et là, l'autrice elle déconstruit cette vision des choses parce qu'elle sait que dans la vraie vie, en vrai, ça peut être dangereux. Genre dans la fiction, ça peut faire rêver, parce que c'est dans un cadre qui est sécurisé, parce que justement c'est fictif, donc tu peux te lâcher. Mais là, dans Persona, comme on délivre des valeurs qui peuvent inspirer, qui peuvent influencer les plus jeunes et même les moins jeunes, elle va également veiller à ce que dans la romance, on délivre également des valeurs qui sont saines. Et du coup qui peuvent servir un peu de modèle et qui peuvent également participer aux réflexions qu'on a déjà sur la vision du couple, sur la vision de l'amour en général. Donc ouais, je trouve que ça crée une bulle qui est assez saine, qui est assez rafraîchissante et qui est assez sage et mature, tout en restant très mignon avec des scènes qui sont vraiment romantiques. Et voilà, il y a cette sorte de sagesse tout au long du récit avec par exemple une invitation à décortiquer également tes sentiments personnels, par exemple la violence sourde que tu pourrais éprouver, des remords, de la haine, enfin des sentiments négatifs pour essayer de les décortiquer, pour essayer d'y voir les fondations. Et au niveau des relations, ça va également permettre d'explorer psychologiquement les personnages. Par exemple, on a Evander qui lui, il souffre d'un complexe d'infériorité. En fait, il me rappelait pas mal Léo Valdez dans Percy Jackson, dans les Héros de l'Olympe de Rick Riordan. C'est l'archétype du personnage qui est solaire, qui est comique, c'est un soleil, c'est un rayon de soleil, il fait du bien, il est drôle, mais il cache un profond mal-être, un profond complexe d'infériorité. Il sait pas comment voilà, s'exprimer, exprimer ce mal-être-là, autrement qu'à travers l'humour, à travers l'autodérision. Et ça fait mal au cœur, et vraiment, oh mon dieu, ça m'en fait des choses. Et après, ils shine de ouf parce que voilà, ils font leurs preuves, enfin leurs preuves entre guillemets, parce que ils ont même pas besoin de faire leurs preuves pour qu'on sache qu'ils sont précieux à leur manière. Mais voilà, après ils sont trop badass, ils prennent des risques. Mais c'est doux amer parce qu'en fait ils font tout ça parce qu'ils veulent être à la hauteur des relations qu'ils ont tissées, à la hauteur de leurs amis. Et voilà, ils se déprécient énormément et ça fait trop mal au cœur parce qu'ils voient pas leur valeur comme nous on le voit. Et en fait ça rejoint le personnage de Sève également que j'ai rencontré durant la trilogie Sœur de sang de Nico Petro, dont je viens de faire une vidéo. Et c'est un personnage comme Evander qui lie beaucoup leurs valeurs à leur utilité, à leurs bonnes actions, au fait que voilà, ils arrivent à être héroïques pour les autres, à être des sauveurs et tout, alors que ils se rendent pas compte que les gens les aiment pour ce qu'ils sont, en fait, pas pour leur utilité, mais parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Et il y a des récitations entre Andrea et Evander qui sont vraiment trop choupies. Je trouve que c'est un rappel qui est toujours important, et même si c'est difficile de nous convaincre nous-mêmes de ça, parce qu'on est plus dur envers nous-mêmes qu'envers les autres, et c'est dur en fait de nous apprécier nous-mêmes pour ce qu'on est, et d'y voir vraiment une beauté. Enfin bref, voilà, après ça dépend. Et c'est un cheminement qui est toujours aussi important, et qui peut être plus ou moins ardu, quoi. Voilà, après, voilà, autour de ça, j'ai beaucoup aimé. Comme j'ai dit, la fin, ça commence à tenir en haleine, il y a de la tension. Il y a juste des choix de scénario. Alors, en fait, ça laisse en suspens, on n'y revient pas dessus. Il y a des scènes qui surgissent comme ça, et après, bah, on n'en parle plus. Ça triture pas le cerveau des personnages, comme si ça s'est jamais passé. En fait, j'ai dû retourner pour relire, pour voir si j'avais imaginé tout ça ou pas, parce que du coup, peut-être dans le tome 4 on va y revenir, mais là c'était vraiment laissé comme ça, et après on passe à autre chose, alors que je trouve que c'est quand même des rebondissements assez importants au niveau des relations, mais c'est comme si c'était gratuit, voilà, enfin, voilà,
On verra avec le tome 4, hein, voir comment l'autrice va exploiter tout ça, parce qu'elle est forte pour exploiter des relations, pour exploiter la psychologie des personnages au niveau de leurs relations et tout, mais là je suis... En plus c'était des rebondissements, je trouvais pas ça nécessaire pour l'instant, donc à voir comment elle justifie. Après pour l'instant mon tome préféré reste le tome 2, parce que ici au niveau des mystères, enfin, c'est moins oppressant, on est dans un cadre qui est moins oppressant que dans le tome 2. Les mystères sont plutôt au second plan pendant la majeure partie du tome. Pour moi, il y a un peu moins d'émotions, mais quand même, il y a des moments où j'ai eu les larmes aux yeux, où j'ai souri, où j'ai ri, où j'étais attendrie. Ça reste quand même un très bon tome. Et après, c'est la fin. Voilà, mais il est magnifique, vraiment. Il est très très magnifique. Donc, le tome 4, le Reynum d'ombre. Ce que j'attends dedans, bah... Je pense que la fin elle va être un peu douce amère peut-être. Je sais pas si on part sur un full happy ending ou s'il va y avoir des sacrifices. Je pense qu'il va y avoir des sacrifices peut-être, je sais pas. Parce qu'il y a quand même un ton un peu mélodramatique je trouve dans Persona, donc peut-être que l'autrice voilà elle va pas rater cette occasion de nous faire pleurer une dernière fois. De ce que j'espère au niveau des relations que ça se développe toujours autant. J'espère des retrouvailles également évidemment. J'espère ouais une fin qui tient en haleine. J'ai hâte de voir la fin de ce tome parce que comme je l'ai dit, l'autrice elle maîtrise de ouf ses fins. À chaque fois genre je... Oh, voilà. Même quand il se passe pas des choses oufissimes, mais c'est juste au niveau de la plume aussi, de l'atmosphère, de la manière dont c'est amené. Vraiment c'est cool. Oh my god, attends, je viens de piger. Ce sont des lanternes, on est d'accord? Est-ce que ça veut dire que Andrea et Pax vont enfin avoir cette occasion de lancer leur lanterne parce que c'était un truc qu'ils voulaient faire depuis longtemps ensemble? Voilà, voilà. On verra. À l'intérieur, c'est Lédile et à la fin, c'est Andrea. Et j'ai peur parce que Yel a les yeux fermés. Pourquoi? Ah, voilà, donc j'ai un peu peur. On verra bien. Et voilà, je vous retrouve. J'ai hâte. Enfin, je vais le lire tout de suite. Oh, quoi? Hein? Quoi? Oh, quelle horreur. On est le samedi 11 juillet, je vous retrouve dans une luminosité exécrable parce que il est 5h du mat et j'ai fait une grosse insomnie, j'ai dormi 3 heures donc là je suis éclatée, je sais pas comment je vais faire pour le boulot. Mais c'est pas grave, on va tenir le coup. Et donc je vous retrouve enfin pour la première partie du tome 4 de Persona. Je me suis arrêtée au chapitre 32 inclus, donc à la page 274. Là, je suis désolée, là les conditions sont pas très optimales. Pour tourner le bilan, mais j'avais pas le choix parce que ça faisait 2 jours que j'essayais de trouver le bon moment et du coup 2 jours que je m'étais en pause dans la lecture parce que je pouvais pas continuer sans avoir fait le bilan, sinon ça aurait été un peu bizarre. Mais voilà, donc je retrouve. Pour cette première partie, il s'est passé pas mal de choses, il y avait pas mal de remous. On a eu des retrouvailles entre des personnages, des retrouvailles tant attendues, des retrouvailles qu'on redoutait mais qui se sont avérées assez touchantes. Il y a eu des retours de personnages également, il y a eu des rebondissements, notamment des séparations. Qui était de manière assez violente. Il y a un semblant de romance. Alors, je suis un peu perdue. L'autrice l'expliquera sûrement à la fin, mais c'est un personnage qui joue un peu sur deux tableaux, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, j'ai pas compris. Voilà, je suis peut-être un peu trop pragmatique, un peu trop dans les cases pour comprendre. Peut-être que c'est voilà, du polyamour, peut-être que voilà, c'est juste des bisous par-ci par-là. Mais il n'y a pas plus d'explications que ça, et du coup, je suis un peu perdue. Il y a des réflexions qui sont une fois assez pertinentes, notamment le fait de façonner ton identité en t'ouvrant aux autres, le fait qu'en fait on a une identité qui est flexible, qui est modelable par rapport à nos contacts avec les autres, par rapport
voilà, nos rencontres, au fait qu'on se sent inspiré par les autres. Et donc voilà, il y a toute une réflexion sur le fait de rester fidèle à toi-même, à tes valeurs, mais en restant quand même ouvert aux autres, en quelque sorte. Et également, ouais, cette réflexion assez relatable sur la peur du changement. Genre, tu vois les gens qui avancent et tu te sens un peu paralysé parce que tu as peur de voir le monde, leur monde changer à mesure qu'ils grandissent et de ne plus avoir ta place dans leur monde. Et comment tu peux être certain que tu auras ta place dans leur monde, tu vois, une fois qu'ils ont grandi, une fois qu'ils ont évolué, parce que tu sens que ta place peut être moins légitime, parce que ils auront moins besoin de toi. Et encore une fois, en fait, ça, ouais, ça rejoint ce sentiment très amer où tu lis fortement la valeur de ton identité, la valeur de ton existence par rapport à l'utilité que tu peux apporter aux autres. Et cette peur du changement, je me demande si l'autrice a puisé dans son propre ressenti pour explorer ce genre de sentiments, parce que je me dis peut-être que elle ressent en écrivant la fin de Persona le fait de quitter les personnages et donc forcément de les laisser à un point de leur existence où toi tu vas te séparer d'eux, tu vas les laisser faire leur vie et puis ça va être du changement parce que ça va clore un gros chapitre de ta vie. Le fait que ça arrive à la fin de la saga, dans le dernier tome, évidemment que ça apporte quelque chose en plus. Par rapport à la fin, alors en fait Andrea a une vibe qui est je trouve assez éthérée. Genre pour moi, elle incarne un peu une allégorie, tu vois. Et je sais pas, en fait je me dis peut-être que Yel va mourir à la fin. En mode Yel va disparaître parce que Yel a pu transmettre tout ce qu'il y avait à transmettre au personnage au niveau de la bienveillance, de l'empathie, parce qu'il y a plusieurs fois où on voit à travers Pax, à travers Amandine, à travers également un peu Evander que ils gagnent en maturité, ils appliquent les valeurs qui rappellent pas mal Andrea, et donc en fait ils sont sentis inspirés par l'aura tellement bienveillante d'Andrea. Et je sais pas, en fait Andrea je me dis, c'est comme c'est une allégorie, il y a un côté un peu évanescent, un peu voilà, un peu pas fantomatique, mais très métaphorique. Mais en même temps, Andrea, c'est également un personnage qui a l'air très solide et très humain, enfin très ancré quand même dans la réalité, parce qu'en fait, Yel incarne l'empathie, certes, mais Yel arrive à incarner l'empathie parce qu'on lui a donné de l'empathie en retour, et on sent qu'Andrea a également besoin de soutien, et parfois ce sont les autres qui lui prodiguent du soutien, et je trouve que c'est un beau miroir de l'humanité, parce que c'est seulement en réussissant à t'accepter comme tu es, que tu peux accepter les autres, c'est seulement en ayant de l'empathie envers toi-même, en réussissant à t'aimer, que tu peux aimer les autres de manière saine. Andrea a également des gens qui vont la réconforter, qui vont lui prodiguer des conseils et être là pour elle, lui. Et on voit qu'Andrea a également des failles, parfois se remet en question, parfois a envie de céder à la colère, même si elle arrive à prendre du recul, mais ses parts de vulnérabilité font que ça la rend humaine, donc peut-être que Yel va pas mourir à la fin, Vielle va continuer à grandir avec les autres parce que ce serait beau également. Mais voilà, je me méfie un peu de l'autrice. On va également parler de violences sexuelles, notamment de la part d'un proche. Je trouve que c'est hyper important parce que la plupart du temps, ce sont les proches qui sont concernés, enfin qui sont coupables. Et là, ça a été délicat quand même de développer ça parce que c'est avec des personnages, un personnage coupable à qui on est attaché, mais ça va réussir à pas l'excuser, mais à quand même le comprendre, mais sans l'excuser, en mettant l'accent sur le fait que voilà, c'est impardonnable. Ça dit justement que en fait les hommes, quand ils disent que non mais c'est parce que c'était incontrôlable et tout, non en fait, genre c'est pas une excuse et c'est pas des animaux quoi, ce sont pas des bêtes, ils arrivent à se contrôler, c'est juste que ils font le choix de pas se contrôler, enfin bref. Et aussi ça développe un truc que j'aime beaucoup, c'est au niveau de la Found Family. Le fait de vraiment choisir ta Found Family et pas par contrainte, parce que tu ne connais que ces personnes-là, donc tu les choisis un peu par défaut. Ça donne l'occasion aux personnages d'explorer un peu le monde, d'explorer d'autres liens, d'autres relations, d'autres profils de personnes, et de quand même choisir de conserver ces liens-là, de les préserver, de les chérir. Et c'est ça qui fait la force de la Found Family, c'est de voir qu'en dépit de la distance, en dépit des divergences d'opinion, tu choisis quand même de fonder une famille en quelque sorte avec ces personnes. Et donc voilà, on retrouve un peu ça. Le fait que t'as Evander, Andrea et Tisbe qui étaient à l'orphelinat, et forcément ils se sont rapprochés parce qu'ils ont connu un peu la même solitude, la même discrimination, mais qu'en explorant un peu le monde à leur façon, ils vont rencontrer d'autres personnes, ils vont poursuivre leur voie, mais ils font le choix de rester quand même ensemble d'une certaine façon,
et de vouloir grandir, de vouloir s'apporter mutuellement. Et voilà, du coup, ça, je trouve que c'est vraiment beau, le fait que, ouais, parfois on ait des séparations, mais que quand on se retrouve, et bah, on voit que rien n'a vraiment changé. En tout cas, il y a des choses qui ont changé, mais de manière positive et de manière saine. Donc voilà, ça j'aime beaucoup. Voilà, donc ensuite je vais attaquer la fin. Dimanche 12 juillet, je m'apprête à attaquer les 100 dernières pages du tome 4 de Persona. Tout avouer, je me sens un peu détachée là de l'action. D'une part, parce que, je sais pas, peut-être parce que le fait d'avoir enchaîné, mais en même temps, j'avais enchaîné les tomes 1 et 2 et ça allait. Mais là, je sais pas, c'est aussi à cause de la chaleur, parce que comme il fait pas particulièrement chaud, ça me fatigue assez vite et du coup j'ai du mal vraiment à m'investir dans l'histoire et à vraiment me concentrer parfois et je me lasse plus facilement. Et c'est horrible parce que c'est Persona quoi, j'ai un coup de cœur pour des personnages, pour le tome 2, mais ça reste pas, c'est pas mauvais, hein. C'est vraiment, je passe quand même un bon moment, mais il y a des trucs où ça m'a laissé dubitative au niveau de la romance. Euh, En fait, genre, c'est pas mauvais. Franchement, j'adhère au couple qui a été formé. C'est juste que j'ai eu l'impression d'avoir subi du queerbaiting. Parce que je pensais qu'il y aurait une relation lesbienne en fait. Et non. Et je me dis, mais le bisou, parce qu'on n'est pas revenu dessus, hein. On n'est pas revenu dessus. Ça s'explique pas. Enfin, en fait, j'ai l'impression, là, il y a un rapport un peu au bisou, enfin au baiser sur la bouche. C'est comme une marque de promesse. Genre, il y a une signification plus métaphorique, plus symbolique. Je conçois parce que voilà, ça match avec les vibes de Persona. Moi, je pensais que c'était annonciateur d'une suite vers, je sais pas, une relation saphique, quoi. Mais non, enfin, on n'en parle pas. Et on aboutit sur un autre couple, donc je suis un peu frustrée. Euh, Pourquoi le baiser? En fait, moi, ça m'aurait arrangé que les deux femmes restent juste amies, tu vois. Moi, ça m'aurait parfaitement allé. C'est juste qu'il y a eu ce bisou, du coup, je me dis, ok, d'accord, ça va, bon, ça va évoluer en romance. Et après, non, ça se rétracte. J'ai pas aimé un peu ce revirement de situation, tu vois. Bon, c'est pas grave, je vais quand même finir. Et on verra, on verra. Je vais allumer le ventilo parce que j'en peux plus. Vous savez, ce moment lecture où vous avez vu un chapitre et vous pleurez, vous êtes triste et tout. Et en fait, c'est pas la fin, du coup, faut continuer à lire, alors que t'es en mode, pour moi, c'est la fin, là. Genre, je suis... C'est bon, c'est foutu pour moi, en fait. Et c'est un calvaire de continuer, parce que du coup, t'as envie de pleurer encore, et du coup, tu vois plus rien, et ça pourrit tout, bref. Voilà. Oh, mais quelle horreur... Quoi? Non, 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 ça, je peux pas. Mais, mais quelle horreur! Oh! J'ai terminé Persona avec de la morvonnée, là, je le sens. En fait, il y a un truc, je suis un peu sceptique à la fin. En fait, du coup, t'as l'épilogue. Déjà, l'épilogue, genre, il y a une ellipse. Et j'ai du mal avec les ellipses, et surtout quand la fin, elle est pas 100% joyeuse. En fait, genre, t'es là, t'es en train de pleurer tes morts. T'as pas encore fait le deuil de certaines péripéties tragiques qui se sont déroulées. Et d'un coup, en fait, t'as un épilogue de plusieurs années plus tard où les gens, ils sont tout contents et tout. Et ils ont réussi à faire leur deuil, eux, tu vois. Mais et toi, t'es là, t'es... Ouais, c'est toujours un processus avec lequel j'ai du mal, même si j'aime beaucoup parce que je suis très curieuse de voir comment ils ont évolué,
où ils en sont, comment ils gèrent le deuil des disparus et tout. Vraiment, c'est bien, mais c'est juste émotionnellement, c'est dur en fait, parce que t'es plus sur la même longueur d'onde de toi, t'es encore là comme une limace en train de pleurer, et tu vois, les gens ils sont en train d'avancer, ils arrivent à sourire, alors que toi t'as l'impression que c'est la fin du monde. Il y a un autre procédé, alors c'est la première fois que je vois ça, c'est du coup après l'épilogue, il y a tout un... C'est pas un chapitre, c'est genre une liste des personnages pour voir ce qu'ils deviennent. Du coup, t'as ce que deviennent tel personnage, ce couple-là, ce couple-là. C'est un peu bizarre, en fait, c'est des résumés, tu vois, c'est pas compté, c'est juste des résumés, au cas où si t'es curieuse de voir la suite de leur vie jusqu'à leur mort, quasiment. Ça fait un peu bizarre, genre, tu sais, tu vois ça, tu te dis, à la fin, tel personnage meurt, ça fait bizarre, en fait, c'est... Genre, je suis en mode, ah, j'aurais peut-être pas voulu savoir ça. Et il y a un truc qui m'a dégoûtée. Je sais, les gens, ils sont imparfaits, machin truc et tout. Alors voilà, c'est un spoil, je vous dis pas c'est qui, mais je suis immensément dégoûtée parce que ce sont des personnages que j'estimais pas mal. Voilà, donc je vous fais ça, et si vous voulez skipper pour ne pas savoir le topic qui m'a... voilà, mais sinon je reste vague, hein. J'ai oublié d'expliquer pourquoi je faisais ce geste, mais en fait, pendant que je fais le cœur, du coup, c'est pour spoiler le thème, le sujet qui m'a autant révolté, sans forcément citer les personnages concernés, comme ça vous spoil pas. Mais si vous voulez skipper, et bah regardez pendant que je fais le cœur, et quand je le fais plus, ça veut dire que c'est safe et qu'il n'y a plus de spoil et que je mentionne plus ce thème-là. C'est la tromperie. Voilà, moi la tromperie, j'arrive pas à passer outre. Vraiment. À part si la personne, c'est quelqu'un qui est hyper abusif, et du coup tu vas voir ailleurs parce que t'en peux plus, mais t'as du mal à la quitter, enfin bref. Voilà, si c'est dans un registre comme ça, mais là, le couple, tout se passait bien, et t'as un personnage qui a une liaison avec un autre personnage. Et ce sont des personnages qu'on connaît, qu'on a appris à aimer, et moi j'ai du mal. Je suis en mode, pourquoi putain vous avez fait ça? Je sais, les personnages, ils sont imparfaits, on fait tous des erreurs, on est vulnérable, il faut apprendre à s'aimer, et blablabla, à être tolérant avec les autres, à ne pas juger. Moi je juge énormément, j'arrive pas. J'arrive pas. En fait, je trouve déjà qu'on est dans une société qui a peut-être un peu trop normalisé la tromperie. Et là, voir des personnages chouchous qui, et où est passé le fait d'être fidèle à ses valeurs, hein? Où est passé ça? Non, non, non. Je vais pas les détester, mais j'approuve pas. Ça me dégoûte. Ah, ça me dégoûte. Voilà, j'arrive pas. J'arrive pas. C'est un truc, je veux pas passer outre. Je veux pas pardonner. Je peux pardonner le crime, le fait que t'aies tué accidentellement des innocents. Ok, mais la tromperie, I draw the line, tu vois. Bref. Ah, ça m'énerve. Oh là ça m'a énervé. J'ai fini sur une note, ça m'a énervé. Mais sinon après le reste c'est bien. Bon là je vais faire une pause pour faire la chronique finale de cette vidéo. On est le mardi 14 juillet et je profite du jour férié pour vous faire le bilan final de Persona pour conclure ce vlog. Là j'essaye avec un micro, ça fait plus d'un an que j'ai pas tourné avec le micro. J'ai l'impression que la qualité est pas ouf avec le micro, mais j'ai quand même envie d'essayer. Voilà, je suis désolée d'avance, là vous êtes mes cobayes, celles et ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin, et je vous récompense en vous utilisant comme cobaye pour tester la qualité du micro. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous préférez sans ou avec le micro. Surtout que j'ai l'impression que de base je parle déjà assez fort, donc avec le micro ça peut peut-être être un peu désagréable, mais j'ai pas envie d'avoir acheté le micro pour rien. Mais donc pour les tomes 3 et 4 de Persona, alors, j'avais dit en début de vidéo que ça dépendait de mon mood, le fait d'être vraiment investi dans une histoire, le fait d'être vraiment impliqué avec les personnages. Et autant dans les tomes 1 et 2, alors il y avait des moments qui me semblaient un peu trop sentimentaux à mon goût, dans la manière de dépeindre certaines scènes. J'avoue, ça matche pas forcément. En fait, quand il y a trop de sentiments, ça peut me lasser. J'aime beaucoup quand il y a de l'amour et tout, mais quand c'est trop mis en avant de manière répétitive, je trouve que ça enlève un peu du charme. Mais c'est ma faute en fait, c'est pas la faute de l'autrice, c'est pas la faute des personnages, de la narration. C'est vraiment bien écrit. C'est juste moi, par rapport à ma sensibilité. Déjà de base, dans la vraie vie, je suis quelqu'un de très pudique, donc j'ai pas l'habitude de voir ce genre d'effusion d'émotions, de sentiments. Mais bon, on n'est pas là pour une séance de psy. Mais autant dans les tomes 1 et 2, même si parfois je trouvais que c'était assez sentimental, très sentimental, mais ça me dérangeait pas parce que j'étais dans le mood adéquat. Autant là pour les tomes 3 et 4, j'avoue que parfois je me lassais, ou alors il y avait des moments qui me touchaient un peu moins parce que en fait, on en a trop vu entre guillemets. Et en plus avec la chaleur, et évidemment ça dépend du contexte. Et les tomes 1 et 2, je les ai lus à un moment où il faisait frais, où c'était parfait. Et là, je crève de chaud, je suis fatiguée. Et ça n'a pas aidé.
Et puis je trouve que parfois il y avait des mises en scène qui étaient poétiques, mais en fait l'autrice voulait trop accentuer le fait que c'était poétique, qu'il y avait des parallèles assez particuliers par rapport au personnage. Et moi j'aime bien quand on m'en dit pas trop et qu'on me laisse savourer la poésie de ces moments. Et même si je les savoure pas, bah tant pis, je savourerai d'autres mises en scène, je serai plus sensible à d'autres situations. Mais j'aime pas me sentir être forcée, tu vois, de voir la poésie. En fait, je préfère qu'on me dise le minimum. Et là, j'avoue on a peut-être un peu trop dit. Je sais pas si vous voyez un peu ça. Pour revenir sur mon coup de gueule par rapport à la fin du tome 4, par rapport au sujet qui fâche, en fait, pendant tout du long, on nous dit il faut réussir à comprendre, à accepter les décisions des autres, même quand ça diverge de tes opinions. Je sais que c'est ce que Andrea voudrait que je fasse par rapport aux personnages qui sont impliqués dans ce fameux sujet, mais je n'y arrive pas. Je sais qu'Andrea voudrait que je ne juge pas, mais j'arrive pas à ne pas juger. En fait, je ne suis pas Andrea, je ne suis pas l'allégorie de l'empathie. Et même si j'ai vécu 4 tomes fabuleux aux côtés d'Andrea, et je sais qu'Andrea serait déçue de moi, quoique, je pense que Yael me comprendrait quand même. J'essaye un peu de me rassurer, mais j'arrive pas. J'arrive pas. Vraiment, c'est un sujet, je trouve on l'a trop banalisé comme acte, en fait. Et là, je suis en mode, est-ce que c'était nécessaire pour montrer que c'est des personnages encore qui sont imparfaits? Et en fait, ça rejoint un point positif. Quand même, on va essayer de déblayer du positif dedans. J'aime bien parce que tout du long de Persona, du début à la fin, le cheminement des personnages, leur évolution n'est pas linéaire. Ils vont quand même refaire des erreurs, ils vont quand même montrer des parts vulnérables d'eux, et en fait, ça montre que tout au long de notre vie, on ne cesse de grandir, on ne cesse d'apprendre, d'évoluer et de changer. Et c'est un thème qui est très prégnant, c'est le fait que notre identité est constamment modelable. Et c'est beau, en fait, c'est ça qui fait la richesse de l'être humain. Mais pour ces personnages, tu te dis, mais ils en sont arrivés à là. Et bien sûr, j'aurais aimé être comme Andrea, voir au-delà des défauts pour être plus empathique, pour comprendre de manière empathique, bienveillante et non jugeante. Mais j'y arrive pas et je sais que j'ai du chemin à faire. Et en plus, il y a aussi ce message. Alors, pour ma gouverne, il y a ce message du fait qu'il faut rester fidèle à ses valeurs. Et là, on a des personnages qui sont normalement l'incarnation des incarnations de la loyauté. Et ils en sont arrivés à là. Et donc pour moi, c'est contradictoire. T'es en mode, mais c'est pire qu'un revirement de situation, quoi. C'est une chute, mais aberrante. Enfin, genre, qu'en est-il de rester fidèle à tes valeurs? Enfin bref, on va passer à autre chose. L'une des forces de Persona, je trouve, c'est le cast très diversifié des personnages qui vont aborder, embrasser beaucoup de thèmes qui sont engagés, beaucoup de thèmes qui peuvent résonner chez chaque lecteur, chaque lectrice. Et en fait, en tant que lecteur, que lectrice, on va être plus ou moins touché par des personnages parce que ils sont tous différents, ils ont des quêtes d'identité toutes différentes, des aspirations différentes. Et à un moment donné, forcément, on va parvenir à nous identifier à tel ou tel personnage à un moment donné parce qu'il y en a tellement, il y a tellement de thèmes engagés, de thèmes personnels qui peuvent être abordés. Et toujours avec cette optique d'être sage, d'être optimiste, d'être mature et d'être bienveillante, toujours dans la communication, dans l'empathie. Et donc à travers ces multiples combats, ces multiples questionnements des personnages, on y trouve un peu une sorte de guide spirituel qui contribue un peu à cette aura de conte philosophique de la saga. Et au niveau également de la construction de l'univers, du système de magie, de la hiérarchie, de la politique, en fait, tout est mis en œuvre, tout est construit pour exacerber ces valeurs engagées, pour dénoncer. Et en fait, c'est un décor optimal pour l'évolution des personnages. C'est vraiment un récit pour les personnages. En fait, c'est comme une romantécie, tu vois, genre une romance sur fond de fantasy, mais là, c'est amour tessie, je sais pas, perso tessie, je sais pas trop comment dire, mais genre, pour moi, c'est vraiment un récit de personnages sur fond de fantasy. C'est vraiment la vie, c'est humain, humanésie. Je sais pas, je vais essayer de trouver genre life tessie, genre un truc, un récit de vie en fait, tu vois, où parfois la magie n'est pas si prononcée, même si au niveau des complots, au niveau des mystères, au niveau des révélations, des rebondissements, il y en a vraiment, il y a son petit lot bien frais, bien riche de rebondissements et d'actions,
Mais pour moi, ce qui marque quand tu t'en ressors, c'est vraiment ce côté philothésie, un peu, genre réflexion philosophique, valeurs philosophiques sur fond de fantaisie. Et j'aime bien. Et on a également notamment ce rapport à l'ombre, à la lumière. Je me rappelle, récemment, j'avais lu la trilogie Sœur de sang et j'avais un peu déploré ce côté très binaire des choses entre lumière vs l'ombre, alors que là, c'est plus compliqué en fait. Voilà, et ça participe à ces réflexions sur l'âme humaine, sur les personnages et tout. Donc voilà, j'aime bien, enfin tu sens que l'autrice, elle va vraiment travailler pour instiller tout ce qu'elle aime de l'humain et cette ode à l'humanité, à la beauté de l'humanité dans toutes ses imperfections, dans voilà, ses parts de vulnérabilité et tout, dans l'univers, depuis les personnages, depuis les relations, jusqu'au monde de fantasy. Et ça, c'est vraiment bien. Donc voilà, c'est une saga évidemment que je conseille. Pour faire un top peut-être de mes tomes préférés, alors le tome 2, indétrônable, genre indétrônable, vraiment, mais c'était le mot parfait. Genre, des révélations, des mystères, des rebondissements, de la tragédie, de la poésie, des rapprochements entre des personnages, du angsty Andrea et Pax, mais my god, une fin en apothéose, enfin bref. Après, c'est le tome 1, je pense, parce que vraiment, elle a découvert des personnages, également des moments, mais j'ai trop aimé. Après, le tome 3 et ensuite le tome... Quoique, je sais pas entre le tome 3 et le tome 4 lequel j'ai préféré. Je pense que le tome 3, parce qu'il y avait pas mal de angsty autour des vendeurs, et notamment les vendeurs, c'est un peu un portrait de la masculinité positive dans son cheminement, dans son évolution. Ça fait du bien, c'est un bon modèle. Ah oui, et le tome 4, ça a pêché à cause du coup de l'élément à la fin. C'est vraiment un tout petit élément, mais j'ai tiqué dessus, mais tellement fort, et du coup j'arrive plus à me détacher. Et c'est horrible parce que ça arrive à la fin, et du coup je finis avec cette note, et j'arrive pas trop à m'en détacher, quoi. Et aussi, il y a un élément de la fin, alors du coup qui m'a fait pleurer, mais je me demande est-ce que c'était nécessaire. D'un côté, je me dis ça rentre dans la vibe, tu vois, c'est pas très étonnant, mais je me dis est-ce que c'était vraiment nécessaire parce que c'est trop amer pour moi. Je sais pas. En fait, j'ai l'impression dans les fictions, c'est plus facile, c'est plus récurrent de sacrifier les liens familiaux, les liens amicaux par des tragédies, par des drames de toutes sortes, hein. Il y a vraiment genre des séparations, voilà, à degrés variables, que de sacrifier des histoires d'amour, des romances. Et ça m'a un peu rappelé, cette fin m'a un peu rappelé ça, je sais pas. Après voilà, c'est parce que j'accorde beaucoup plus d'importance à la famille, à l'amitié que la romance, que je trouve un peu trop répandue, et du coup je trouve que voilà, ça devient un peu trop répétitif. Mais ouais, du coup ça me rend facilement aigrie, quoi. Ce genre de différence de traitement. Après là, il y a de très bonnes relations, voilà, qui perdurent jusqu'à la fin, mais voilà, je laisse ça là, et celles et ceux qui ont lu, vous me comprendrez peut-être, même si vous n'êtes pas forcément d'accord avec moi. J'ai terminé cette saga, j'ai terminé cette vidéo. Dites-moi si vous avez vu Persona, ce que vous en pensez, qui est votre personnage préféré, pourquoi Andrea. Non, je rigole. Mais attendez. À part Andrea, quel est mon personnage préféré? Je sais pas. Putain, c'est dur comme question. Je voudrais bien dire Evander, parce qu'il était quand même vachement bien développé, avec ce côté également très solaire, qui contraste avec son côté plus vulnérable, plus triste. J'ai un faible pour ce genre de personnages. Des personnages solaires qui cachent une part d'ombre, une part de tristesse, de trauma et tout. T'as juste envie de les chouchouter. Héloïse, franchement, j'ai trop aimé Héloïse, surtout dans le tome 2. Franchement, quelle queen, mais quelle queen. Et Pax aussi, évidemment, elle m'a fait trop fait rire. C'est dur, c'est dur. Merci infiniment d'avoir regardé jusqu'à la fin, et j'espère vous retrouver pour d'autres découvertes de saga, parce que maintenant que j'en ai terminé pas mal, hein, ces temps-ci. J'ai terminé Sœur de sang, Persona, et c'est tout pour l'instant, mais c'est quand même pas mal. Merci infiniment, et je retrouve plus tard pour de nouvelles petites aventures. D'ici là, portez-vous bien, très bonne lecture à vous, bon courage pour la chaleur, même si apparemment la canicule s'est pas mal calmée, alors on va sortir cette vidéo. À bientôt peut-être, je sais pas, j'espère, salut!